Avant de commencer mon allocution, j'allais dire mieux mon discours ou ma conférence. Je voudrais dans un premier temps m'incliner devant la mémoire, en tout cas de nos forces de défense et de sécurité qui ont trouvé la mort sur le terrain de combat. Et quand je dis nos forces de défense et de sécurité, ça renvoie à celles du Niger, celles du Mali et celles du Burkina Faso. Parce que désormais nous sommes devenus un et indivisibles. Je vais aussi m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont trouvé la mort sur le territoire palestinien. Que ce soit hommes, enfants, femmes, tout le monde. Parce que la Palestine aujourd'hui souffre d'une injustice mondiale. Bref, une injustice presque institutionnalisée. Parce qu'ils croulent aujourd'hui, ces populations-là, sous les balles assassines de l'Israël. Je voudrais, avant de commencer, remercier en tout cas le Comité national de soutien des enseignants au plan national qui aujourd'hui ont bien voulu faire cette activité de soutien suivie d'une conférence sur le thème « La contribution du monde enseignant dans le cadre de la patrie ». Tel est le thème qui m'a été donné, mais que j'ai reformulé en ceci. Contribution des enseignants dans le processus de la refondation de l'État. Généralement, quand les gens me donnent ce thème-là, ils me disent refondation de la République. Je n'aime pas trop le terme République parce qu'elle me paraît trop française par rapport au mot État qui me paraît plus local. Parce que l'autre est beaucoup plus arrogante et hypocrite. Bien, moi je suis en tout cas de voir le Comité national de soutien des enseignants aujourd'hui en activité après leur première année d'exercice dans le cadre du soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et il faut soutenir parce que c'est important et c'est nécessaire de soutenir le CNSP. Je crois que c'est un abus de langage quand on dit on soutient le CNSP. Non, je pense que nous nous soutenons nous-mêmes. Chacun se soutient lui-même. Parce que quand on dit qu'on soutient le CNSP, c'est comme s'il y a des hommes à part qui ont l'entière responsabilité de notre cas. Alors que chacun doit se prendre responsable. Si chacun se considère comme étant son propre responsable, nous gagnerons la lutte. Donc il faut comprendre que c'est nous-mêmes que nous soutenons. Je ne vais pas rentrer dans trop de théories parce que j'ai élaboré des théories depuis que j'ai commencé ce combat-là. Il y a une des théories dans lesquelles je dis ensemble des intérêts particuliers égale intérêt général. Ensemble mathématique, le signe mathématique. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de deux choses l'une, soit on lutte pour sa poche, pour sa famille, pour son clan, ou bien on lutte pour l'intérêt général. Vous avez le choix. Maintenant, si on lutte pour l'intérêt général, eh bien, on trouvera son propre compte dans l'intérêt général. Donc moi, je vous choisis le second. Parce que ceux qui ont choisi pour leur poche, leur clan, leur famille et leur parti politique, où en sont-ils aujourd'hui? Certains sont à l'étranger, ils ne peuvent plus venir au pays. Et d'ailleurs, certains sont même déchus de leur nationalité. Ceux qui sont malheureusement sur le territoire national, ils sont au cachot aujourd'hui. Ils ne peuvent même pas avoir contact avec leurs parents. Donc ça c'est important, il faut que nous sachions que cette lutte, nous ne la faisons pas pour le général Abdourahmane Tiani, nous ne la faisons pas non plus pour le général Toumba, pour ne prendre que des exemples des personnages ou des personnalités du CNSP. Nous ne la faisons pas pour le CNSP, nous la faisons pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre peuple, pour la nation, pour la patrie. Et c'est pour ça que quand j'ai trouvé ce terme patrie dans le thème, ça m'a donné de la joie en fait de traiter ce thème-là. Et
je me rappelle toujours quand je parle de ce sujet-là, de Dr Choguel Kokala-Maïga, le Premier ministre actuel du Mali, qui dit toujours un pouvoir politique qui ne s'adosse pas à une armée forte est un papier volant. Respectons notre armée. Respectons notre armée. Si nous ne respectons pas notre armée, eh bien, nous risquons de revenir à l'ancienne situation. L'ancienne situation, on n'a pas à l'expliquer, tout le monde sait dans quoi nous sommes sortis le 26 juillet 2023. Tout le monde sait les travers que nous avons subis, en tout cas avant ça. Je crois avoir salué l'ensemble du Comité national de soutien des enseignants au CNSP, les organisateurs, tous ceux dont les mains ont contribué à ce que nous soyons ici. Bien entendu, même les forces de défense et de sécurité qui sont aujourd'hui en brousse, en train de combattre pour que nous soyons ici à l'aise, que nous parlions sans entendre des crépitements de balles. Nous les remercions et nous prions Dieu que Dieu les protège et que Dieu protège nous autres combattants civils. Je voudrais me présenter un peu avant de commencer mon exposé. Moi, je suis Moumouni Seydou, je suis le président national du Mouvement national pour la sauvegarde de la patrie, en abrégé MNSP. Je suis aussi en charge de la communication et relations avec les médias du Niger au sein de la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé CP-AES. Qu'est-ce que c'est que la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel? Eh bien, c'est une structure qui est née à Bamako, dans la salle que certains connaissent déjà, le Centre international de conférence de Bamako. Une salle qui a été pleine à craquer le 16 septembre 2024, où les organisations patriotiques du Niger, celles du Burkina Faso et celles du Mali, ont mis en place cette confédération. Vous allez certainement vous demander pourquoi nous avons mis en place cette confédération, cette CPAES. Eh bien, l'homonyme de la CPAES, c'est la CAES. La CAES, c'est la Confédération des États ou de l'Alliance des États du Sahel, qui a été mise en place par nos trois grands leaders, que j'ai toujours nommés les trois étoiles polaires de la révolution africaine du 21e siècle. Parce que sous peu, d'ici peu, l'AE sera un référent mondial, un système politique de référence dans le monde. Donc c'est pour ça que nous les appelons les trois étoiles polaires de la révolution africaine du 21e siècle. Le général Abdourahmane Kani, le général d'armée Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Le 6 juillet 2024, eh bien, nos trois leaders ont mis en place la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et au regard de l'engouement que les populations nigériennes ont en tout cas eu avec l'accueil du capitaine Ibrahim Traoré et du général d'armée, alors colonel Assimi Goïta, parce qu'à ce moment il était colonel, eh bien cet engouement nous a tiqué, nous organisations patriotiques, et nous nous sommes dit qu'il faut derrière ces leaders-là, cette confédération-là, une autre confédération, mais cette fois-ci, pas celle politique, pas celle des États, mais celle des peuples. C'est pour ça que nous avons mis en place cet organe. Et dans cet organe-là, de 15 membres, j'occupe le poste de chargé à la communication et relations avec les médias du Niger. Alors, on comprend facilement les objectifs de la CPAES si on a compris à côté les objectifs de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Alors, que sont-ils ces objectifs? Premièrement, cette confédération a été créée par nos trois leaders pour défendre, sécuriser nos trois territoires contre le terrorisme et les crimes organisés. Premier élément, premier objectif. Deuxième objectif, c'est de revaloriser les traditions africaines de portée universelle et aller vers une fédération des États de l'Afrique. Deuxième objectif. Troisième objectif,
la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a été créée pour, si vous voulez, asseoir une diplomatie indépendante, une diplomatie de réciprocité, une diplomatie fondée dans le libre choix de nos partenaires stratégiques. Et je pense qu'on est déjà dans la concrétisation de ces idéaux-là. C'est très important de le savoir. Et le dernier objectif de cette confédération, c'est de faire en sorte que l'intégration dans l'AES soit une réalité. C'est-à-dire que d'ici là, le Nigérien se sentira à la maison quand il est au Burkina Faso. Le Burkinabé, quand il est au Mali, se sentira Burkinabé et Mali en même temps. Et le Malien, quand il est au Niger, il se sent à la maison. Donc, nous allons procéder à, si vous voulez, l'élimination des frontières artificielles nées de la colonisation. Voilà, en gros, les objectifs de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui a été créée le 6 juillet 2024 dans la salle Mahatma Gandhi de Niamey. Et nous, Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel, nous sommes là pour accompagner nos trois leaders pour l'atteinte de ces objectifs-là. Voilà, vous avez, si vous voulez, pourquoi est-ce que nous avons créé cette CPAES. Alors j'ai un appel aux populations nigériennes et aux organisations ou structures patriotiques et citoyennes nigériennes, sans exclusive aucune, y compris le comité national de soutien des enseignants du Niger. Je ne m'en doute pas, il n'y a que des engagés dans ce comité-là, dans cette commission, dans ce corps-là. Et je dis aujourd'hui, et c'est une réalité, l'enseignant est le meilleur combattant de la nation. Parce qu'il est l'éternel combattant de la nation, partout où il se trouve. Il est toujours en contact des populations auxquelles il peut véhiculer, si vous voulez, la vision du chef de l'État, qui a été déclinée le 13 juillet 2024 par son Excellence le Premier ministre, Ali Mohamed Lamine Zine, et sur laquelle j'ai fait une conférence, vous le savez, le 22 octobre 2024 à Abala, et le 25 juin à Filengue, et à un autre jour à Karma-Zarma Boboy, dans le département de Boboy. Ça, c'était en langue. Je voudrais sans doute passer à mon exposé, la contribution des enseignants dans le processus de la refondation. J'espère que vous allez avoir beaucoup de patience parce que j'ai la capacité de parler jusqu'à 18 h sans arrêt. Alors, je vais procéder à une terminologie scientifique pour qu'on cerne d'abord le contenu de mon sujet, pour qu'on soit en phase dans mon exposé. Le mot contribution, ça renvoie à l'apport, c'est l'apport. C'est-à-dire quel est votre apport, votre part dans le processus de la refondation. Parce qu'on va voir refondation, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez à apporter, vous les enseignants? Et moi, je sais que vous avez beaucoup à apporter. C'est ça qu'on va dire ici. Maintenant, le mot refondation, vous comprenez bien que c'est un mot composé de deux mots. Je n'ai pas trop m'attarder là-dessus. On est tous des enseignants et c'est ce qu'on enseigne de la base jusqu'au supérieur. Le préfixe RE plus fondation. Fondation, c'est, si vous voulez, le soubassement de quelque chose qui tient. C'est comme le mur. Quand on dit la fondation d'ici, c'est ce qui est en bas qui soutient. Ça veut dire que le RE, c'est simplement le fait de reprendre, la reprise, reprendre les bases de quelque chose. Mais si on reprend les bases de ce mur, ça veut dire que ce mur a été mal fait. Alors le processus de refondation de l'État, ça veut dire que l'État a mal quelque part. C'est-à-dire que la société pour laquelle l'État œuvre ne va pas bien. Et moi, je ne vais pas bien. Je n'ai pas allé bien avant le 26 juillet 2023. J'avais mal. Et je pense qu'avec tout le monde, nous avions eu mal. Maintenant, ceux qui étaient venus le 26 juillet 2023 étaient venus avec le programme de refonder, de reprendre tout ce qui a été gâté. Voilà le mot refondation. Maintenant, le mot patrie.
Parce que c'est l'essentiel, je vais m'y attarder beaucoup. Parce que quand on comprend ça, on peut s'en aller déjà en ayant compris le contenu du sujet. Qu'est-ce que c'est que la patrie? Quand on dit tu es patriote ou bien tu ne l'es pas. La patrie, c'est le pays où l'on est né, auquel on appartient comme citoyen et pour lequel on a un attachement affectif, c'est-à-dire j'aime ma terre. Quand vous voulez comprendre le mot patrie, allez-y au village et demandez à celui qui a un champ et qui sait très bien que ce champ, il l'a hérité, son père l'a hérité de son père, qui l'a hérité de son père, qui l'a hérité de son père, jusqu'au premier qui a créé le champ. Et touchez à ce champ. Dites que c'est pour vous ce champ. Vous allez savoir c'est quoi la patrie. Vous allez voir la manifestation de ce monsieur, la réaction de ce monsieur par rapport à vous. Alors quand on dit patriote, c'est ça. Quand vous aimez votre pays, c'est ça. Vous ne voulez pas que quelque chose là le touche. C'est ça la patrie, pratiquement. Alors, il y a eu beaucoup de littérature scientifique sur la notion. Je vais vous rappeler parce qu'on est des enseignants, je vais vous rappeler quand même des théories scientifiques. Si j'étais au village, je n'allais pas parler de tout ça. Romain Gary, c'est un chercheur, il dit le patriotisme, c'est l'amour des siens. C'est-à-dire, je vous aime, vous m'aimez aussi. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Donc il apporte une comparaison ici pour faire comprendre la notion de patrie, c'est quoi la patrie. Et ça, vous le trouvez à la page 246 de son ouvrage intitulé Éducation européenne. Voilà, c'est un ouvrage de 1995, vous pouvez chercher à savoir. Un autre apporte une compréhension de la notion de patrie, Albert Schweitzer. Il dit, qu'est-ce que le nationalisme? Qu'est-ce que le nationalisme? Alors la réponse à la question vous amènera à la compréhension de la notion de patrie. Il dit, qu'est-ce que le nationalisme? C'est un patriotisme qui a perdu sa noblesse et qui est au patriotisme noble et raisonnable ce que l'idée fixe est à la conviction normale. L'idée fixe, on sait. Quand on dit dans un débat vous avez une idée fixe, ça veut dire que vous êtes un borné, excusez-moi du terme. Vous ne voulez pas avancer, vous ne voulez pas évoluer, vous n'êtes pas dialectique, vous ne raisonnez pas. Voilà, vous n'acceptez pas l'idée de l'autre, c'est pas bien. Donc le nationalisme c'est comme ça, c'est des gens bornés. C'est vrai, moi je comprends son explication parce que c'est un Européen. Et en Europe il y a des partis politiques qui se veulent des nationalistes. Et on voit leur comportement de tous les jours. Donc certainement c'est en fonction du contexte qu'il a défini le nationalisme. Mais il semble avoir raison. Et il dit, la patrie c'est la compréhension des choses. Et je suis d'accord avec lui là. Parce que nous les patriotes, nous aimons les étrangers. Mais nous les aimons pour qu'ils viennent s'asseoir et discuter avec nous sur les prix de nos produits. Si aujourd'hui l'AES a mis dans la charte du Liptako gourmand que il souhaite mettre en place une diplomatie de réciprocité, c'est bien sûr parce que, n'est-ce pas, ils veulent que la coopération qu'ils vont mener avec l'extérieur soit une coopération de type gagnant-gagnant. C'est-à-dire les gens viennent, ils se posent, ils s'asseyent, on discute le prix de nos produits et puis on conclut les marchés. Alors, un autre chercheur vient faire la synthèse de ces deux propos qui semblent être contradictoires. Il s'appelle Charles Maurras. Il avait écrit dans une lettre à Henri Massis, parce que dans le temps, les chercheurs s'écrivent. Quand vous avez quelqu'un qui a écrit sur quelque chose, que vous n'êtes pas d'accord, vous écrivez une lettre pour lui dire, bon, vous entendez plutôt ça que ce que lui, il a dit. Lui, il dit, Charles Maurras, il dit, la distinction entre patrie et nation, patriotisme et nation ne tient pas. C'est-à-dire la différence ne tient pas. Pour lui, c'est la même chose. Quand on dit il est patriote, c'est comme s'il dit il est nationaliste. Alors il dit le culte de la patrie est le respect, la religion de la terre des pères. Le culte de la nation, lui, est le respect de la religion et de leur sang. Maintenant, ce que je voudrais que vous compreniez, parce que je vais résumer ce que j'ai compris de tout ça. Moi, à mon sens, dans tous les cas, en tout cas, l'analyse de Romain Gary reste une dichotomie, c'est-à-dire c'est discutable, voilà. Mais selon moi,
et du point de vue de la littérature scientifique que j'ai lue et de l'expérience vécue sur le terrain, parce que ça fait déjà 1 an que je suis sur le terrain, que j'ai même, mes étudiants qui sont derrière vous m'ont même perdu de vue. Voilà, à certains moments. Parce que je suis très attaché aux populations auxquelles il faut parler, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État. Alors pour moi, le patriote c'est qui ou la patrie c'est qui? La patrie, le patriote c'est un martyr potentiel. Un martyr potentiel. Quand je voulais partir à Abala le 22 septembre, le 22 octobre là, des amis m'ont dit de ne pas aller. Quand j'ai posé la question de savoir pourquoi, on me dit là-bas il y a de l'insécurité. J'ai dit non. À Abala, il y a des Nigériens. À Abala, on a affecté un préfet qui est allé s'asseoir. On a affecté un AD qui est allé. On a affecté des forces de défense qui sont là. Et il y a des citoyens ressortissants d'Abala qui vivent à Abala. Il y a une voie qui va de Niamey à Abala. Il y a des véhicules qui transportent les gens vers Abala. Pourquoi je ne vais pas y aller? Moi je suis un martyr potentiel, c'est-à-dire à chaque minute, chaque seconde que Dieu fait, je suis prêt à mourir, en tout cas dans ce combat, et pour cette nation, pour ce peuple, pour cette patrie. Donc c'est ça le martyr potentiel, c'est aussi le citoyen prêt à céder sa vie contre la survie de sa patrie. Devant moi, c'est quoi? Devant la patrie, c'est quoi moi? Qu'est-ce que je signifie devant la patrie? Mais où est la raison d'État? Si vous comprenez ce que c'est que la raison d'État, vous aurez compris le sens de la patrie par rapport à la vie d'un individu. Voilà, ce n'est pas pour négliger la vie d'un être ou d'un individu. Mais je dis, moi, ma vie, en tout cas, n'est pas égale à la vie de la nation, qui contient la vie des milliers de gens. Voilà ce qu'il faut comprendre de ça. Alors le patriotisme peut alors s'entendre comme un sentiment d'attachement profond à sa terre et à son pays. Maintenant, camarades, que je pense avoir largement parlé des concepts de mon sujet, eh bien je vais rentrer dans mon sujet. Mais je vais vous dire d'abord quelle est ma méthode, quelles sont les différentes parties de mon sujet. Alors, où est mon papier exposé? Voilà. Voilà, donc je vais traiter 3 parties. La première, c'est les raisons du coup d'État du 26 juillet 2023. Dans ça, je vais vous dire pourquoi ou qu'est-ce qui nous a amené à ce coup d'État. Quelles étaient les raisons, les situations qui étaient, les conditions qui étaient remplies pour qu'on aille à un coup d'État. Voilà, et vous aurez compris pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, aujourd'hui, le comité national des enseignants, n'est-ce pas, organise une conférence pour édifier l'ensemble des camarades enseignants. Deuxième partie, c'est la contribution des enseignants dans le processus de la refondation. Je souhaite et je voudrais que tous les enseignants m'entendent sur ces éléments d'information. Quelle est votre contribution dans le processus de la refondation? Et la dernière partie, je m'en vais faire quelques propositions qui vont concerner, bien entendu, le CNSP, mais que je souhaiterais que vous entendiez déjà. Parce que vous avez aussi une part dans ces propositions-là. Alors, la première partie, les raisons du coup d'État du 26 juillet 2023. On sait qu'on est sur un territoire de 1 267 000 km² et que actuellement, selon l'Institut national de la statistique, nous sommes à 26 033 012 habitants. Ça, on le sait. Et que nous avons une indépendance le 3 août de 1960. Ça, c'est l'indépendance occidentale, l'indépendance néocolonisée. Mais la vraie indépendance, c'était le 26 juillet 2023. Ça, c'est la vraie indépendance. Maintenant, au plan politique, qu'est-ce qui s'est passé au Niger? Le Niger est un pays qui a connu une très grande expérience politique. Très grande expérience politique. Parce que nous avons connu 7 républiques. Nous avons connu plusieurs constitutions, une conférence nationale, 5 coups d'État militaires, 2 boycotts d'élections, 2 désobéissances civiles, 11 chefs d'État, 7 parlements, 17 cabinets ministériels, une cohabitation politique tumultueuse, 2 dissolutions d'Assemblée nationale et un assassinat de président de la République. Voilà l'expérience en gros et en résumé de ce que nous avons connu au Niger.
Et tout ça nous a amené à une situation catastrophique que vous allez voir avec, bien entendu, certains éléments, certains paramètres du pays qui sont venus alimenter ces travers-là. Maintenant, au plan économique, nous avons également connu une très grande expérience avec les institutions internationales arrogantes, hypocrites et néocolonisées, bien même impérialistes. Nous avons connu des politiques libérales, assez de politiques libérales, des scénarios de planification sectorielle, des programmes d'ajustement structurel portés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Tous ceux qui sont des années 80 savent déjà de quoi je suis en train de parler. Et malgré tout ça, notre pays est resté avec une économie très peu diversifiée et toujours dépendante de l'extérieur, de manière en matière de production et d'approvisionnement des biens et services de première nécessité. Maintenant, au plan sécuritaire, qu'avons-nous connu? Écoutez-moi bien sur ces termes. Beaucoup d'entre nous pensent aujourd'hui que l'insécurité est née en 2011, après l'assassinat de Kadhafi, la destruction de la Libye, puis l'exportation de Al-Qaïda et de l'État islamique dans la zone nord du Mali, la zone de Kidal. Un terrorisme qui s'est métastasé sur le territoire malien pendant 10 ans, de 2011 à 2021, et qui, on l'a vu bien, s'était métastasé jusque sur le plan national nigérien et une partie du Burkina Faso. On a vu même des attaques terroristes sur le territoire béninois et souvent sur le sol ivoirien. Voilà ce qui s'est passé en 2011 brièvement. Mais l'insécurité ne date pas de 2011. Je vais vous dire, depuis quand date l'insécurité en Afrique? L'insécurité date en Afrique depuis 600 ans. Parce que l'insécurité a commencé avec l'esclavage. Et l'esclavage a commencé il y a 600 ans. Après l'esclavage, nous avons connu le fléau du colonialisme. Et après le fléau du colonialisme, nous avons connu le néocolonialisme après les indépendances. Toutes ces périodes-là, toutes ces ères-là étaient des ères d'insécurité, parce que, mieux, des ères de terrorisme, parce qu'on nous avait assigné à une domination politique, une domination économique, une domination juridique, une domination socio-culturelle, une domination intellectuelle. Et c'est pour ça aujourd'hui, dans mes propositions de tous les jours, je dis les intellectuels doivent procéder, si vous voulez, à une décolonisation intellectuelle et conceptuelle. Ça, c'est l'une de mes propositions que je fais toujours. Parce que c'est important que nous, enseignants, que nous écrivions notre histoire au lieu que quelqu'un l'écrive à notre place. C'est peut-être là la différence entre nous et les Occidentaux. Et c'est là, c'est un des points où les Occidentaux nous dépassent de très loin. Parce que nous n'écrivons pas notre histoire, nous attendons à ce que les autres écrivent notre histoire à notre place. Et ça, c'est dangereux. Nous, les intellectuels, nous, les enseignants, parce qu'un enseignant, c'est déjà un intellectuel, alors nous devons éviter ça. Donc voilà un peu, si vous voulez, l'insécurité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui avec toutes ces définitions. Eh bien, on a vu avec l'événement, enfin, avec l'insécurité de 2011, nos États, le Mali, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire, les pays africains du Sahel, sous-traitaient leur sécurité. Sous-traiter leur sécurité, c'est-à-dire dire à des forces étrangères de venir assurer notre sécurité, pendant bien même que c'était eux qui étaient à la cause, à l'origine de notre insécurité. Comment pouvait-on demander à quelqu'un qui t'a créé le terrorisme de lui dire de venir éradiquer ce terrorisme? C'est pas possible. Et c'est ce que le général de brigade Abdraman Kani a compris. C'est ce que le général d'armée Assimi Goïta a compris. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris. Et ils se sont retirés de la CEDEAO pour constituer une force contraire à la CEDEAO et au reste du monde. Pas contraire dans le sens belliciste, mais contraire dans le sens que ça ne nous arrange pas de sous-traiter notre sécurité avec ces forces étrangères-là. Donc, force est de constater, camarades,
que malgré les choix économiques, les politiques publiques, les efforts en matière de sécurité, jusque-là déployés, eh bien les objectifs de paix et de développement ne sont pas atteints. Ils sont en deçà des espérances légitimes, des peuples nigériens. Pourtant, nous sommes chaque année classés dernier ou avant-dernier. Le Burkina avant-dernier, le Mali avant-dernier. Pourquoi? Parce que simplement les organismes d'évaluation étaient eux-mêmes appartenaient à ces pays impérialistes, à ces puissances impérialistes, à ces pays néocolonialistes. C'est pour eux ces organisations d'évaluation. Comment est-ce que vous voulez qu'ils nous classent premier ou deuxième? Non, on va toujours être dernier avec eux. Mais sinon, on a compris aujourd'hui avec les différents coups d'État révolutionnaires dans l'AES que nous, les pays de l'AES, nous étions des pays appauvris, mais pas des pays pauvres. Des pays appauvris par ces puissances néocolonialistes et ces puissances négrières. Alors donc, nous devons nous ressaisir de ce point de vue-là. Le Niger est un pays qui a une superficie de 1 267 000 km², un pays qui dispose du soleil, parce que le soleil n'est pas un mal en soi, c'est une source d'économie à exploiter. Il faut que nous le sachions à partir de maintenant. Nous avons de l'eau. Le Niger est la deuxième puissance mondiale en eau douce, après le Canada. Et je voudrais vous rappeler quelque chose qui peut blesser, mais il faut le prendre comme ça. Parce que ça va nous permettre de nous ressaisir. Les 50 prochaines années, la guerre entre les puissances, dans les 50 prochaines années, ça se fera dans les pays qui sont dotés d'une forte quantité d'eau. Donc vous imaginez un peu là où la guerre va se passer. Parce que nous sommes deuxième puissance mondiale. Et les prochaines guerres des puissances impérialistes vont se faire sur un territoire où ils disposent, un territoire qui dispose beaucoup d'eau. Et nous avons la meilleure eau. Et nous l'avons en quantité abondante. Ça, il faut le retenir. Nous avons de l'or, nous avons de l'uranium, du pétrole, du gaz, du lithium, mais aussi une population de 27 millions. Une population de 27 millions, dont les 52,8% sont jeunes. Sont des jeunes de moins de 18 ans. Ça, c'est une richesse colossale. Parce que l'impérialisme, quand il vient sur un territoire, la première priorité, c'est d'abord d'embrigader cette jeunesse-là. C'est pour ça que nous devons faire attention, les enseignants. Parce que dans nos postes, nous sommes les intellectuels de référence. Nous devons prêter attention à la guerre informationnelle que l'Occident aujourd'hui nous impose. C'est très important de le savoir. Il y a une guerre informationnelle qui se passe aujourd'hui. L'Occident, à travers ses médias, est en train de développer des terminologies, des termes comme junte militaire, comme putschiste, comme transition, comme démocratiquement élu. Mais aujourd'hui, on fait de la différence entre les transitions. On dit qu'il y a des transitions meilleures par rapport à d'autres. Celles du Gabon, celles de la Guinée, celles du Tchad sont meilleures. C'est ce que la France dit, sont meilleures, parce qu'on les chouchoute, sont meilleures par rapport à celles du Niger, celles du Burkina et celles du Mali. Pourtant, ils n'ont jamais aimé un coup d'État. Mais puisque le coup d'État est fomenté, réfléchi d'abord et conçu et exécuté au salon de l'Élysée, eh bien on l'aime. Donc vous voyez la terminologie. Quand on dit putschiste, au Niger il y a des putschistes, il y a une junte militaire. C'est pour se moquer de nos autorités. Eh bien, les enseignants ont le rôle, le devoir de faire comprendre à la société l'utilisation de ces terminologies-là. Il ne faut pas que nous, on les utilise comme eux veulent que nous les utilisions. Donc nous allons comprendre ça et puis prendre des dispositions nécessaires. Le mot djihadiste, qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce que les Français en savent du mot djihad? C'est un mot d'origine arabe. Faire du djihad sur soi, c'est s'empêcher de commettre des péchés pour ne pas être puni par Dieu. Mais quand on sort du djihad pour aller faire du djihad avec les autres, c'est aller vers les gens pour les appeler à Dieu, mais pas par la violence. Mais quand on dit djihad, c'est faire de la violence. C'est ça la connotation française du mot djihad. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont lié les deux termes, terroriste et djihadiste. C'est-à-dire quand on est djihadiste, on est terroriste. Quand on est terroriste, c'est que c'est un djihadiste. Pour jeter de l'amalgame sur l'islam. Donc nous devons prêter attention à ces choses-là, c'est très important. Donc je vais faire des va-et-vient au fur et à mesure, ce qui va certainement peut-être me... On s'occupe de cette salle comme si c'est pour nous.
quand un enseignant est dans la classe, quand bien même la fenêtre est en train de se dégrader, eh bien, le maître prend sa décision personnelle de s'en occuper comme si la classe est sa propre maison. Ça, c'est un comportement de civilité. Et beaucoup plus qu'un enseignant, tout le monde, tout citoyen doit avoir ce comportement-là. C'est-à-dire l'État a des mobiliers qu'il met à la disposition de ses citoyens pour, n'est-ce pas, leurs bénéfices. Alors, ils doivent en être, ils doivent les traiter en bons pères de famille. C'est ça, c'est de ça que je parle. Et après ces deux termes, le mot civisme et civilité, il y a le mot solidarité. Le mot être solidaire, c'est assister celui qui est à côté de moi, faire en sorte que ma vie, sa vie dépende de la mienne. C'est-à-dire que quand il y a une assistance nécessaire, eh bien il faut l'apporter à son co-concitoyen. C'est très important, être solidaire. Donc respect des horaires de travail, l'amour de renforcer toujours ses capacités d'enseigner, le développement de sa vocation d'enseignant doivent être en veilleuse pour nous autres enseignants. La deuxième partie la sous-partie de cette contribution des enseignants, ou les autres éléments de la contribution des enseignants, c'est que l'enseignant est un vecteur de diffusion de la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est la vision du chef de l'État. 1 mois, 2 mois, 3 mois après le coup d'État du 26 juillet 2023, certains pensaient et disaient dans les réseaux sociaux que le CNSP navigue à vue. Comme il n'y a pas de document formalisé, eh bien le 13 juillet 2024, tout le monde a vu le Premier ministre sortir pour décliner la vision du chef de l'État dans un document de 60 pages que je recommande à tous les jeunes d'y jeter un coup d'œil, c'est très important. Un document de 60 pages qui s'appelle le livre du chef de l'État. Et à côté de ce livre, il y a un autre document d'une centaine de pages qui s'appelle le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Ça aussi, il faut le lire pour compléter ses connaissances. Être un bon citoyen, c'est savoir ce que nos dirigeants sont en train de nouer pour nous, faire pour nous. Parce que j'ai dit aux jeunes du département de Abala, le 22 octobre, que la jeunesse a une place importante dans le programme du général Abdourahmane Tiani. Parce que le CNSP a compris que si on fait quelque chose pour quelqu'un à son absence, c'est contre lui. Donc, nous devons faire, n'est-ce pas, nous devons travailler avec la jeunesse. C'est pour ça que nous avons pris la décision, en tout cas de nous déranger et aller vers les jeunes pour leur faire comprendre ce qu'ils doivent comprendre, en tout cas de la marche de cette dynamique, de cette marche, de cette nouvelle donne, de cette refondation-là. Parce que si on le fait sans eux, c'est que ça va se retourner contre eux. Et les jeunes l'ont compris. Donc le maître, l'enseignant que nous sommes, eh bien, nous devons être dans cette posture-là. Cette posture qui consiste à diffuser la vision du chef de l'État. De la ville à la campagne, il y a des écoles et des enseignants, vous le savez autant que moi. L'enseignant est celui qui est bien écouté au village. Ça aussi, on le sait. Il est l'équilibre de l'information. Au village, quand un enseignant parle, c'est que ça dit qu'on ne contredit pas ça. C'est ce que je voulais dire en fait. Quand l'enseignant parle, c'est comme si c'est le chef de village qui a parlé. Et souvent, dans certains villages, il parle après le chef de village. Pour donner plus de crédit. C'est pour vous dire que vous avez une posture qui vous permet de faire vraiment le travail de la refondation. L'enseignant est le meilleur vecteur de diffusion de la vision du CNSP, le renforcement de la sécurité et la cohésion sociale. Donc je vais profiter pour rappeler la vision du chef de l'État qui se décline en 4 axes. Le premier axe, c'est quoi? C'est le renforcement de la sécurité et la cohésion sociale. Et le deuxième, c'est la promotion de la bonne gouvernance. Le développement des bases de la souveraineté économique, c'est le troisième axe. Et le dernier axe, c'est l'accélération des réformes sociales. Si peut-être on aura un autre temps, Dieu nous en donnera certainement, nous allons venir expliquer, parler avec vous sur la vision du chef de l'État. C'est très important. L'enseignant est l'ambassadeur du CNSP. L'enseignante
et l'ambassadeur et l'ambassadrice du CNSP, partout où il se trouve, où elle se trouve. Prenez 5 minutes de votre temps, chers enseignants, chères enseignantes, pardon. Prenez 5 minutes de votre temps le matin à 8 heures devant les élèves, devant les étudiants, pour parler des concepts suivants: patriotisme, civisme, civilité, solidarité. Pour leur faire chanter l'hymne national. C'est très important. Parce que c'est des valeurs qui nous unissent et c'est les valeurs qui font notre sens, le sens de notre patrie. Il faut que nous apprenions à la base les valeurs qui fondent notre État. Et ça, c'est notre devoir de le faire. Vous allez prendre juste 5 minutes pour faire ce travail. Et c'est assez important. Autre élément de la contribution, j'ai intitulé l'enseignant face aux catégories sociales pour gérer l'information. Face aux catégories sociales. Et quelles sont les catégories sociales? C'est le chef de village, c'est les chefs de quartier, c'est les leaders des femmes, c'est les leaders d'opinion, c'est les structures associatives, c'est les collègues enseignants. Toutes ces catégories sociales-là, vous devez les connaître en tant qu'enseignant et enseignante. Parce que c'est vos supports pour faire passer un message, s'il y en a. Alors à chaque catégorie sociale, une communication adaptée. La façon de parler au chef de village, c'est différent de la façon de parler à une structure féminine, par exemple, du village. Parce que ce qu'on a à dire avec le chef de village, c'est le leader d'opinion. C'est un leader d'opinion. Eh bien, tout ce qu'on lui enseigne, lui, il relaie à la population. Donc ça, c'est important de le savoir. Quand on est dans les FADA, on doit savoir que nous sommes un leader. Et un leader, un patriote pour sa nation. C'est-à-dire, quand vous parlez, le message que vous véhiculez doit être un message patriotique, un message citoyen. Tout simplement, et ça c'est important. L'enseignant doit travailler avec les étudiants, les élèves, les fonctionnaires de son village, de là où il travaille. Mais attention aux terminologies que j'ai dit, parce que vous êtes aussi les garants, si vous voulez, de cette guerre informationnelle. Nous sommes inondés aujourd'hui, parce que nous avons eu la chance quand même d'éviter la guerre frontale en septembre passé, en septembre 2023. Aujourd'hui, on nous a imposé une guerre de type informationnel. On nous attaque à travers nos téléphones portables. On nous envoie du n'importe quoi, des messages, des textes, des images pour nous embrigader. Nous devons faire attention à tout ça. Collaboration avec les forces de défense. Les enseignants sont des citoyens qui bénéficient d'une bonne dose de confiance auprès des populations. Et à ce titre, ils sont utiles à nos forces de défense et de sécurité. Vous êtes utiles parce que vous pouvez obtenir une information cardinale pour l'État, une information du point de vue de la sécurité qu'une force de défense et de sécurité ne peut pas avoir. Si le préfet de votre département est un militaire, il y a des informations que lui ne peut pas avoir, mais vous, enseignants du village, vous allez l'avoir. Et c'est en ce sens-là que vous êtes utiles à nos militaires, à nos forces de défense et de sécurité. Il faut les aider à faire le travail parce qu'ils sont là pour nous. Ça c'est important. Collaboration civilo-militaire. C'est votre rôle, c'est votre contribution. L'enseignant me paraît du point de vue de sa posture et de sa position un éternel combattant au front. Vous êtes toujours des combattants et vous êtes toujours au front. Là où on est là, on est au front. J'ai vu le gouvernement, l'ensemble du personnel du gouvernorat sont sortis pour aller à une activité. Ils sont au front. Nous souhaitons que Dieu les ramène en bonne santé. Et nous demandons à ce même Dieu-là que nous terminions nous aussi ici en bonne santé. Et nous prions Dieu que ceux qui sont en brousse pour combattre, sauvegarder les portions de terre, que Dieu les protège aussi. C'est très important de ne pas oublier, en tout cas, nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain de combat. Je vais terminer mon exposé par une phrase de Jean Delaunay. Jean Delaunay dit « Les familles heureuses aident les personnes à devenir heureuses et capables de rendre les autres heureux. » À l'inverse, les familles malades font des conjoints blessés, des enfants vulnérables et une société déséquilibrée. Merci à tous.
Vision 24, la radio et la télévision. Vision 24, la radio et la télévision. Écoutez, voir, savoir et comprendre.